La technique, un petit instant, s'il te plaît. Bien, bonjour à la classe. Nous poursuivons notre cours de ce jour qui porte sur le cadre juridique relatif au contrat pétrolier, minier et gazier en Afrique. Alors, hier, nous avons discuté sur deux aspects de la question, la définition, mais aussi les formes que revêtent les, les contrats d'État. Alors, la séance de ce jour est consacrée, le troisième point, il est consacré à la nature du contrat d'État et précisément la question de savoir si le contrat d'État est un contrat international ou un contrat interne. Alors, on va rappeler les questions qui émergent lorsqu'on réfléchit à la nature de ces contrats. Plusieurs questions se posent. Alors, l'État propriétaire des ressources, l'État hôte des investissements, est-ce qu'il est fondé à utiliser, à se prévaloir de ses prérogatives de puissance publique pour se détacher de tout engagement dans un contrat d'État, pour anéantir le contrat d'État parce qu'il a la puissance publique? Est-ce que ce contrat est rattaché à un ordre juridique, à l'ordre juridique national ou à un ordre juridique étranger? Alors, est-ce que c'est un contrat de droit public ou un contrat de droit privé? Donc, voilà les questions qui se posent. Mais les discussions que nous avons eues hier ont commencé à nous montrer une tendance vers l'internationalisation de ce type de contrat, déjà au regard de ce que nous avons vu et d'un élément de discussion que nous avons eu ce matin dans l'un des documents partagés dans le forum, c'est diplomatie commerciale. Alors, on a vu à travers ce document qui venait appuyer nos discussions d'hier, il y avait toute une grande diplomatie entre les États autour des opportunités commerciales. Donc, les États s'activent aux côtés des investisseurs pour réaliser des opportunités, notamment dans les secteurs stratégiques des économies africaines, à savoir le secteur minier, le secteur gazier, le secteur énergétique ou le secteur minier. On a vu l'exemple avec la diplomatie américaine, en cas avec la diplomatie française qui est plus, elle doit être plus discrète que la diplomatie américaine parce qu'on rarement va voir les, on va voir les diplomates français aller négocier avec les gouvernements. Ils doivent le faire discrètement, au contraire de la diplomatie américaine qui est plus ouverte, qui se montre. Et donc, la diplomatie commerciale, on le voit, on peut remarquer que les grandes puissances sont, les dirigeants des grandes puissances sont très actifs dans la diplomatie commerciale. On peut le voir avec les sommets, tous les sommets qu'on organise maintenant, France-Afrique, euh, Chine-Afrique, Russie-Afrique, et prochainement, je crois que les États-Unis programment, j'ai dû entendre dans l'extrait que j'ai suivi ce matin, j'ai dû entendre une affaire de États-Unis-Afrique. Alors donc, effectivement, on voit que Trump est très intéressé par l'Afrique, hein, même si il a souvent eu des propos très dégradants vis-à-vis de l'Afrique, qui tendaient à faire croire qu'il n'était pas intéressé par l'Afrique. Mais lorsqu'on scrute
les agissements de sa diplomatie, on se rend bien compte que le président américain est très intéressé par l'Afrique, contrairement à ses déclarations publiques. Alors, j'ai bien aimé comment ce diplomate a dit comment la diplomatie américaine se déployait. Alors, donc, ils ont parlé, ils ont utilisé l'expression de deal teams. Hmm. Donc, des équipes, ils forment des équipes, des comités intersectoriels, interministériels, interdisciplinaires qui se mettent ensemble pour hein, coordonner des stratégies pour une opportunité en Afrique. Vous voyez, c'est toute une machine gouvernementale pour pousser les industriels. Donc les fonctionnaires, on mobilise les ressources du gouvernement, les ressources de la diplomatie pour que les industriels américains puissent avoir des parts de marché en Afrique et au monde. Alors, toute cette description nous montre qu'on a véritablement affaire à une internationale ou qui met au moins en contact deux États. Néanmoins, alors la controverse est là. Lorsqu'on examine les codes miniers ou pétroliers africains, et notamment le code pétrolier sénégalais, on est un peu frappé par l'article 6 qui me semble être une perspective assez généralisée dans les codes africains. Alors, l'article 6 nous dit que l'État du Sénégal, sur l'ensemble du territoire, il exerce des droits souverains. La manifestation de la puissance publique à travers la souveraineté. L'État exerce des droits souverains sur la prospection, l'exploitation, l'exploration, la liquéfaction, le stockage, le transport, sur toutes les opérations extractives en amont comme en aval. L'État sénégalais dit qu'il est souverain. Alors, la souveraineté va me rappeler la notion de propriété. C'est le propriétaire souverain sur sa chose. Et dans la définition de la propriété, vous savez, il y a l'usage, l'usus, le fructus et l'abusus. Et c'est l'abusus qui va nous intéresser ici, le droit de disposer. C'est-à-dire de faire ce qu'on veut. Et faire ce qu'on veut de la chose signifie qu'à tout moment, on peut décider même de la détruire. Dont le gouvernement qui est souverain, qui dispose de l'abusus, peut décider à tout moment de mettre fin à un contrat qui ne lui profite plus ou qui lui crée des torts. Qu'importe la phase du projet d'extraction. Et il va en disant, aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires de sol, ne peuvent entreprendre des opérations pétrolières si elle n'a pas été au préalable autorisée par l'État. Et ça, c'est conforme au droit international de l'investissement qui prévoit qu'il revient à l'État d'autoriser qui vient investir et qui ne vient pas, en dépit des grandes libertés, les libertés d'investissement, il reste que l'État est discrétionnaire sur le choix de l'investisseur. Mais une fois il est autorisé, le traitement doit être non discriminatoire. Donc, au moment de décider qui investit, qui n'investit pas, l'État peut discriminer. Mais une fois qu'il a admis l'investissement, il doit avoir un traitement juste et équitable.
Donc, à travers ces dispositions, on voit bien que le législateur sénégalais affirme la toute-puissance de l'État sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, si on s'en tient uniquement à cet article vient soutenir, étayer la thèse d'un contrôle de droit interne. Alors, voyez-vous, alors, lorsque j'énonçais les grandes questions qui alimentent ce débat, je suis rapidement passé sur cette phrase, en principe, les contrats d'État ont été considérés comme relevant du droit national du pays d'accueil. Même si j'ai essayé de faire la démonstration, on est plus dans l'internalisation, mais vous voyez, la position est celle-là, à reconnaître que ces États sont sous la sphère du droit, du droit interne. Et cette position est plutôt conforme à l'article 6 du Code pétrolier sénégalais. Donc, on va donc, en lisant le droit interne des États, notamment africains, on va donc voir une domination de l'État hôte de l'investissement sur l'ensemble du processus contractuel, ou tout au moins théoriquement. Alors, comme on le disait, le pays hôte de l'investissement a un pouvoir discrétionnaire sur qui investit et qui n'investit pas. Donc, il a un pouvoir discrétionnaire dans la négociation, dans la conclusion et même dans l'application du contrat d'État. On lui reconnaît cette discrétion. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des contrats qui sont conclus dans des domaines de souveraineté. Ce sont des domaines stratégiques pour l'économie où l'État doit garder la main. Donc, ce sont des domaines politiquement sensibles. Ça fait que ces domaines sont soumis à un régime assez spécial qui va donner, conférer un plus grand pouvoir, un pouvoir considérable, un pouvoir discrétionnaire au gouvernement de l'ensemble du processus. Alors, ceci va exprimer le droit du gouvernement à réglementer les investissements par rapport aux priorités nationales du pays ou à la stratégie économique du gouvernement. Et donc, c'est tout à fait logique que sur l'ensemble du processus, que le gouvernement ou l'État, si vous voulez, ait la main, ait la domination. Alors, donc, les instruments nationaux affirment très clairement la suprématie, la domination, la maîtrise de l'État, du gouvernement, des appareils exécutifs sur l'ensemble du processus contractuel relatif à l'exploitation des richesses du pays. Mais de l'autre côté, et c'est sans doute pourquoi la controverse est alimentée, c'est pourquoi des thèses s'affrontent. On vient de voir la thèse de la domination du droit étatique, mais de l'autre côté, il y a une thèse qui est non moins, qui est, comment je vais dire, c'est une thèse qui fait son chemin, c'est celle de l'internationalisation des contrats d'État.
Et la question, lorsqu'on aborde cette thèse, c'est de savoir, mais pourquoi doit-on faire le contrat d'État de l'ordre juridique étatique? Pourquoi doit-on le loger dans un ordre juridique étranger à celui de l'État hôte de l'investissement? Donc, à l'évidence, on veut sortir, on veut faire échapper ce contrat de la toute-puissance de l'État partenaire contractuel. On y a intérêt, notamment les États étrangers qui poussent les industriels, le multinational. Donc, on veut le faire échapper au pouvoir réglementaire de l'État contractant, de l'État hôte de l'investissement, du pays minier africain, de son cadre législatif, voire constitutionnel, bref, de son cadre juridique. Alors, on sait que les institutions et le droit qui accompagne sont conçus dans ces pays pour servir les intérêts nationaux. Mais dans cette opération, il n'y a pas que les intérêts nationaux, il y a aussi les intérêts étrangers. Alors, les puissances étrangères, les partenaires étrangers ont intérêt à sortir le contrat d'un cadre qui ne leur est pas destiné, d'un cadre juridique qui ne leur est pas destiné ou d'un cadre juridique qui pourrait leur être défavorable. Alors, les, les partenaires internationaux, les investisseurs étrangers, les multinationales étrangères connaissent un aléa, un aléa, c'est-à-dire un risque d'investissement très prégnant sur le continent africain. C'est l'aléa de souveraineté. L'aléa de souveraineté. Et ça va se poser dans beaucoup de situations conflictuelles, comme au Niger, dans les pays de l'AES, au Burkina Faso ou, ou au Mali. On l'a vu récemment au Mali entre le gouvernement malien et la multinationale canadienne Barrick Gold, où l'argument de souveraineté a été invoqué pour fermer les bureaux, expulser la multinationale canadienne du Mali. Au nom de la souveraineté. Donc, il y a ce risque. C'est un risque d'investissement. On va le qualifier de risque politique. Donc, les multinationales sont très conscientes que dans ces pays, le risque de nationalisation, le risque d'expulsion, le risque politique est plane dans l'air. Il est présent. Et donc, conscient de ce risque, le risque donc de perdre ses investissements, alors il serait stratégique de sortir le contrat d'État, le contrat d'investissement du pouvoir ou du cadre juridique de l'État ou de l'investissement pour le loger dans un système juridique beaucoup plus protecteur, et notamment le cadre international qui est favorable, qui est très protecteur, qui a pour vocation de protéger les investissements étrangers. Donc voilà la raison. Le risque politique va donc conduire à
insérer un certain nombre d'éléments de clauses pour sortir le contrat de la domination de l'ordre juridique interne et le loger dans un ordre juridique international tout protecteur des intérêts étrangers, des investissements. Alors, les contrats d'État, historiquement, on l'a dit hier, on ne cesserait de le répéter, ont été considérés comme des accords de développement. Et aujourd'hui, je vous ai posté 2 vidéos de nos débats il y a quelques mois sur la nature juridique du contrat du siècle, le contrat sino-congolais. Et à l'issue de nos discussions, mais la conclusion, c'était l'impossible critère unique de qualification juridique du contrat d'État. C'est-à-dire qu'au final, on s'est retrouvé avec, je crois, on avait au moins 6 thèses en confrontation dans un seul contrat. Ça signifie que c'était à la fois la thèse sur le contrat d'État était valable, le contrat de développement économique, il y avait une pluralité de thèses qui étaient vérifiées dans ce seul contrat. Et donc, à juste titre, nous avons conclu à l'impossibilité d'un critère unique. Mais c'est justement l'un de ces critères, parmi la pluralité des critères juridiques, qui nous permet de rattacher le contrat d'État, il y a celui de l'accord de développement. Alors, ce critère nous permet non seulement de qualifier ce type de contrat, mais surtout, il nous permet de le rattacher à l'international. Alors, dans le cadre des contrats pétroliers, la tendance dans les années 1950 pour considérer ces contrats comme entrant dans un processus d'internalisation. Pourquoi? Parce que dans les années 1950 marquent la période de lutte pour les indépendances africaines. Dans ces années, les États africains sont en train de lutter et de se battre au niveau international pour obtenir leur indépendance. Alors, si on semble déjà acter des indépendances africaines, ça doit s'accompagner par la souveraineté de l'État, des futurs États indépendants sur leurs ressources naturelles. Donc, on voit, parce que le principe de la souveraineté, lui, vient en 1952. C'est en 1952, c'est-à-dire très concrètement, on voit se dessiner les indépendances africaines et donc on leur donne le pouvoir économique sur ces biens pour pouvoir développer leur pays, leur futur pays indépendant. Donc, voilà la démarche. Mais à côté de cela, on va dire que quand bien même ces pays seront indépendants et qu'ils seront souverains sur ces ressources, et notamment le pétrole, on est en 1950 là, on n'est pas en 2020 ou en 2015 avec l'accord de Paris où on commence à combattre le pétrole, où on commence à parler de la fin du pétrole. On est en 1950. Et donc là, on le reconnaît, on le reconnaît, on commence à entrevoir de leur reconnaître la souveraineté sur leurs richesses pétrolières, mais en retour, on prévoit que ces richesses pétrolières doivent alimenter les marchés internationaux.
Donc, très clairement, la ressource pétrolière, la question énergétique est, au plan international, logée dans un processus international. Donc, les accords pétroliers, les accords portant sur l'exploitation pétrolière dans les années 19 sont encadrés par des normes internationales. Alors, est-ce que Norbert peut fermer son micro, s'il vous plaît? Bien. Donc, on va le voir en remontant un peu le cours du droit international, mais aussi, on va voir que le code pétrolier sénégalais qui affirme la toute puissance de l'État sur les ressources et la gestion de ces ressources, et notamment le processus de contractualisation de l'exploitation pétrolière au Sénégal, ce code va néanmoins aussi s'ouvrir à la perspective internationale. Et on peut le voir à travers deux articles, l'article 52 et l'article 53, qui prescrivent que les opérations, en ce qui concerne l'article 52, pétrolières, sont conduites suivant les normes et pratiques internationales de l'industrie pétrolière. Donc, on reconnaît que l'exploitation, les opérations pétrolières doivent être conformes. La technique, est-ce que la technique peut fermer le micro de Maître Norbert? Bien. Alors, l'article suivant, 63, va exiger par ailleurs le respect du droit de l'environnement, du droit de la santé, des règles d'hygiène, toutes des dispositions qui sont conformes aux standards internationaux. Donc, l'idée ici, c'est de dire que nous sommes souverains sur l'ensemble du processus, mais nous agissons de manière conforme aux standards internationaux. Alors, et maintenant, donc à côté du processus onusien qu'on a vu, de certaines dispositions nationales qui s'ouvrent à l'international, on va par ailleurs noter, pour rattacher le contrat d'État à un ordre juridique étranger, notamment international, on va noter des pratiques dans l'industrie. Il y a un certain nombre de pratiques dans l'industrie qui vont nous, des usages, des pratiques qui font office de normes dans l'industrie minière ou pétrolière, qui vont nous permettre de rattacher le contrat à
au système international. Donc, ces secteurs sont largement dominés par les règles du commerce international. Ça, c'est d'un. Dans ce secteur, les principes généraux de droit sont généralement appliqués. Mais aussi les usages de la lex mercatoria, les usages du commerce international, et de manière générale, le droit international est largement appliqué. Donc, la théorie de l'internationalisation des contrats d'État va indiquer que certaines clauses qu'on va insérer dans ces contrats auront précisément pour effet de connecter directement le contrat à un système international. Ces clauses, ce sera entre autres la clause compromissoire ou de résolution des différends et même la clause de stabilité pour laquelle nous avons longuement discuté. Ces deux clauses ont pour but de protéger les intérêts de l'investisseur étranger contre l'intervention arbitraire et injustifiée, ou si vous voulez, la toute-puissance de l'État hôte de l'investissement, contre l'absolutisme de son pouvoir. Donc, on a parlé de la clause de stabilisation qui permet de geler le pouvoir normatif de l'État et s'assurer que les changements législatifs n'affectent pas le contrat. Donc, en conclusion de ce point, le contrat d'État a une nature hybride, bien que dominée par l'ordre juridique de l'État hôte de l'investissement. Peut-être faut-il mettre un bémol pour dire que, sauf lorsqu'on se retrouve déjà dans l'hypothèse du contentieux où l'affirmation du caractère international de ce contrat est plus grande. Alors, question sur ce point? Any query? Any query? Pas de question? OK, pas de question. Les choses semblent être claires. On va au point suivant. Alors, Oui, allez-y. j'avais une question de précision. Oui. Quand on regarde la définition du contrat d'État, Mhm. euh, nous voyons bien que le contrat d'État peut également être considéré comme un accord stratégique, comme vous l'avez défini, comme un accord de développement économique. Mhm. Et ce contrat d'État va donner lieu à des contrats spécifiques qui vont répondre à la typologie des contrats que nous avons vus hier. Tout à fait. Exact. OK, merci. C'était juste ça. D'accord. Alors, on va aborder un autre point qui est celui du droit applicable. Quel est
la question, quel est le droit applicable au contrat d'État? Est-ce qu'on applique le droit quinois, c'est-à-dire le droit de Kinshasa? Est-ce qu'on applique le droit de Yaoundé? Ou est-ce qu'on va appliquer le droit de Paris? Quand je parle du droit de Paris, je parle du droit de la Chambre de commerce, la Chambre de commerce internationale de Paris. La Chambre de commerce internationale. Et, et cette question m'a vraiment intéressé dans le cas sénégalais. Parce que lorsque le président Macky Sall a voulu revoir les contrats pétroliers au Sénégal, parce que ceux qui voulaient plus d'argent, voulaient que l'État gagne plus d'argent, il a évoqué un certain nombre d'arguments, un certain nombre d'injustices, et puis il avait raison. Alors, il a mobilisé un certain nombre d'arguments qui, lorsque vous présentez ça à la population, non, la population vous donne le mandat tout de suite d'aller déchirer ces contrats. Tout de suite. Vous avez le feu vert de la population d'aller déchirer ces contrats et puis il n'y aura rien. Et il n'y aura rien au niveau interne, où il n'y aura aucune conséquence puisque la population vous a donné le feu vert. Déchirez-nous ces affaires-là. Un peu comme au Mali, avec Barigol. Les autorités maliennes, les autorités militaires maliennes ont le feu vert pour déchirer le contrat avec Barigol. Ils ont déchiré le contrat et puis il n'y a rien. Au niveau interne, il n'y a effectivement rien. La population hurle de joie. On a déchiré ce contrat injuste, ce contrat qui nous spolie. On est content, on est souverain, on a repris le contrôle sur notre ressource. Alors donc, ça était dans cette perspective-là, parce que les enjeux sont aussi domestiques. C'est aussi domestique, il faut parler à son électorat, il faut parler à sa population, il faut que la population, il faut mobiliser sa population, on a besoin de la confiance de sa population, et puis on veut gagner les élections présidentielles et les élections à l'Assemblée nationale, on veut être le parti majoritaire et tout ça. Donc, il faut servir au peuple ce qu'il veut entendre. Sauf que, en déchirant ces contrats, ben, il y a maintenant l'aspect contentieux. Et c'est là où ça devient intéressant parce que les conseillers de Macky Sall vont lui dire que, écoute, si tu fais ça, si tu déchires ces contrats, ben, les Sénégalais seront heureux, seront très heureux, et puis on va te donner la majorité au Parlement. Vraiment, c'est bien pour ta gouvernance. Tout ça, c'est excellent politiquement sur le plan interne. Mais on va aller à Paris, on va juger l'affaire, non plus au Sénégal, mais on va juger l'affaire à Paris. C'est à Paris qu'on va juger devant la Chambre de commerce international. Et puis là-bas, on sera lourdement condamné. Et, et là, les conseillers donc, vont réussir à le convaincre de ne pas aller jusqu'à ce niveau. Il peut entretenir le débat sur la place publique, mais rompre, mettre fin unilatéralement à ces contrats, il ne va pas franchir le pas sous les conseils de ces spécialistes ou de ces conseillers juridiques, si vous voulez. Il va renoncer. Il va faire un rétro-pédalage. Alors, cette histoire va nous introduire sur la question du droit applicable.
Parce qu'au fond, ce qu'on va dire à Macky Sall, c'est que le droit qui sera appliqué là-bas, ce n'est pas le droit de Dakar. Ce n'est pas le code pétrolier, l'article 6 du code pétrolier que nous avons vu. Ce n'est pas cet article qui sera appliqué à la Chambre de commerce internationale de Paris. On va lui dire que non, là-bas, à Paris, on applique le droit international. Et c'est ça qui ressort de cet intitulé. Le droit applicable au contrat d'État, 2 points, l'application du droit international largement confirmée par la jurisprudence. Donc, tout le topo que nous avons démontré là pour dire la domination de l'État, la souveraineté, coup-ci, coup-ça, s'arrête devant le contentieux arbitral qui consacre la suprématie du droit international. Donc, alors, on va regarder l'article 42 de la Convention de Washington du 18 mars 1965, qui dispose que le tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Alors, ça signifie que les parties ont la liberté de décider du choix du droit qui sera applicable. Elles peuvent décider que c'est le droit national sénégalais ou que c'est le droit international ou que c'est le droit camerounais ou canadien, whatever. Faute d'accord entre les parties, le tribunal applique le droit de l'État contractant partie au contrat. Si les parties sont muettes là-dessus, on va appliquer le droit sénégalais, y compris. Donc, le principe, c'est que ben, si tout va bien, il n'y a pas de problème, applique le droit sénégalais, mais y compris les règles relatives au conflit de loi ainsi que les principes de droit international des investissements. Oui, on n'a pas de problème à appliquer le droit sénégalais, mais à côté de ce droit, on applique systématiquement le droit international des investissements qui est protecteur, qui a pour vocation de protéger les droits des investisseurs étrangers. Oui, Maître Clitan, fermez votre micro, s'il vous plaît. Donc, ça change déjà la donne. La présence du droit international change tout de suite la donne. Donc, les arbitres ont très souvent recours au droit national sénégalais et au droit international en restant fidèle à l'esprit de la jurisprudence. La jurisprudence qui est protectrice, qui met davantage, qui insiste davantage sur les règles du droit international des investissements. Le droit international étant réputé des investissements, étant réputé protecteur des droits de l'investisseur étranger, il a un double rôle.
Il est complémentaire, censé être complémentaire au droit étatique, c'est-à-dire que si le droit étatique est silencieux sur un point, on convoque le droit international. Et si le droit national sénégalais est lacunaire, il se fait corriger, ou s'il est contraire au droit international, il se fait supplanter par le droit international. En tout état de cause, le droit international reste dominant. Donc, la prééminence du droit international nous paraît indiscutable. Alors, comme on le soulignait, en cas de contradiction entre le droit interne sénégalais ou interne congolais et le droit international, la Convention de Washington est très claire que c'est le droit international qui va triompher. Et donc, la dichotomie entre le droit international et le droit national ne doit pas occulter le rôle joué par les usages en matière commerciale ou extractives, ainsi que les normes supranationales et celles issues de l'industrie extractive mondiale. Alors, cela va nous amener à parler de la Lex Mercatoria, la Lex Extractiva, la Lex Petrolea, bref, des usages qui sont devenus des normes dans certains secteurs du commerce international et qui font office de loi. Alors, quel est le rôle de la mondialisation? La mondialisation du droit. Donc, la mondialisation va favoriser l'émergence d'un droit transnational, c'est-à-dire d'un droit qui soit applicable un peu, un droit partagé. Et donc, plusieurs disciplines autonomes vont émerger dans la catégorie du droit international. On a le droit international de l'environnement. Quand on parle de il y a l'environnement, il y a les droits de l'homme, il y a le droit de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, entre autres. Chacun de ces ordres juridiques a développé son propre système normatif et ses mécanismes propres d'application et de sanction. Et tout ça doit être pris en compte dans le droit applicable. Donc, lorsqu'on parle de la notion de droit international, on parle de l'ensemble de ces systèmes qui sont assez autonomes dans le cadre de la famille du droit international. Donc, il y a désormais une concurrence, une coexistence, une confrontation entre le droit interne, on l'a vu, sénégalais, et le droit international, ainsi que le droit transnational, qui ont tous vocation à s'appliquer dans le même espace politique et temporel, dans le cadre d'un seul et même différent. Alors, parlons un peu des usages. C'est quoi la lex pétrolière? Des termes first emerged in a landmark international arbitration case in 1982. Alors, c'est une expression qui est apparue pour la première fois dans une affaire en 1982, where it was argued that the international petroleum industry, l'industrie pétrolière internationale, in its dispute has generated a customary rule valid by the oil industry. Donc, l'industrie pétrolière internationale, dans le règlement de ces différends, a fait émerger, comment on appelle, une
customary rule, une règle coutumière qui a été validée par l'industrie pétrolière mondiale. Et l'ex-pétrolière, ce qu'on va appeler la lex, donc des règles coutumières, des pratiques, des usages qui avaient cours en matière de résolution des différends dans le secteur pétrolier mondial sont devenus des normes dans cette industrie. C'est ce qu'on va appeler la lex pétrolière. Les normes de l'industrie pétrolière mondiale. Donc, c'était une branche particulière de la lex metatoria, c'est-à-dire des normes résultant du commerce international. À côté, on a la lex extractiva. Et là, le professeur Gilles Villiers et son ami Achingwanza vont nous dire dans leur ouvrage sur extractif, oui. Alors, ils nous disent que le droit appréhendait traditionnellement les activités extractives sous le prisme d'un contrat d'État. Donc, on relie, alors Gilles Villiers et Achingwanza vont relier directement le contrat d'État aux activités extractives, comme l'a dit Konzi tout à l'heure. Donc, entre un investisseur et un État hôte, dont la résolution des litiges était confiée aux arbitres, est bousculée. Donc, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le droit dans les contrats d'État, il est bousculé. Donc, c'est un droit qui évolue. C'est un droit dont les fondements sont secoués. Les fondements sont discutés. Et donc, sont bouleversés, si vous voulez. Un nouveau contentieux va apparaître entre les investisseurs étrangers et les populations. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux auteurs? Ils nous disent que traditionnellement, c'était une affaire entre l'État et l'investisseur. Donc, le droit, le contentieux tournait un peu autour de ces deux acteurs majeurs. Mais que cette réalité est aujourd'hui en évolution. Elle est bousculée, il y a des changements. Il y a de nouveaux acteurs qui sont apparus et puis sont venus bouleverser le jeu. Et désormais, on va observer, au-delà du contentieux classique entre l'État et l'investisseur, on va voir de nouveaux contentieux émerger, cette fois-là entre l'investisseur et la population. C'est par exemple le cas en RDC où les populations sont en conflit. Quelqu'un nous l'a dit dans une de nos discussions, peut-être qu'on dit, les populations autochtones sont en conflit avec l'entreprise minière. Or, le droit international des investisseurs n'était pas préparé à ce type de contentieux. Il était davantage organisé à régler les contentieux entre l'État et l'investisseur privé international. Or, en venant émerger de nouveaux acteurs, de nouveaux types de conflits, alors les règles de droit applicables sont bouleversées. Donc, on voit apparaître un nouveau type de contentieux entre les investisseurs et les populations locales.
ou entre l'État et les populations. Alors, le différend entre l'État et les populations peut se justifier sur la question de l'appropriation de ces ressources. On a dit qu'en Afrique, il y avait deux visions opposées de la propriété sur la terre et sur les ressources. La vision coutumière africaine ou le droit traditionnel africain qui consacre cette propriété aux ancêtres. Et donc, les groupes ethniques, les communautés ethniques ou tribales n'en sont que des possesseurs. D'une part, d'autre part, on a cette vision occidentale qui va conférer la propriété aux États. Et donc, le choc, on a un choc entre deux visions et donc, inévitablement, des conflits entre les populations et l'État. Parce que chaque groupe est porté par une vision particulière du rapport à la ressource. Mais les choses vont davantage se compliquer parce que la Banque mondiale et le FMI, bref, les bailleurs de fonds internationaux vont ajouter d'autres obligations, notamment environnementales, droits de l'homiste, dans les conventions minières. Ils vont dire que non, écoutez, vos contrats, désormais, pour qu'on exploite, on va insérer dans vos contrats qu'on respecte l'environnement, on respecte les droits humains, on respecte la santé, la sécurité, les droits des travailleurs. Tous ces bouleversements, tous ces changements seront à l'origine du bouleversement des règles et des usages dans l'industrie mondiale extractive. Alors donc, ces nouvelles règles vont donner Ces nouvelles règles vont donner, ces nouvelles règles vont donc donner de nouveaux droits. Des nouveaux droits vont émerger au bénéfice des populations locales ou de nouvelles institutions dans l'attribution, l'exécution ou la fin de ces contrats. Bref, l'équilibre juridique est bouleversé avec l'arrivée de nouveaux acteurs ou de nouvelles règles juridiques qui sont imposées par l'industrie mondiale, dont la lex extractiva est donc le produit de l'accord entre les contractants et les usages de l'industrie tels qu'interprétés par la jurisprudence, notamment arbitrale. Alors, on a aussi la lex mercatoria qui est l'ensemble des règles ou des usages du commerce international qui sont dégagés ici, on a dit par la pratique. La lex mercatoria ou le droit des commerçants, le droit des marchands, est un ensemble de règles non étatiques qui régissent le commerce international. Elle est fondée sur les usages, leurs coutumes, leurs manières de faire, leurs pratiques dominantes dans le secteur du business. Et donc, le règlement des différends va tenir compte aussi de comment
on fait dans l'industrie. Donc, la lex mercatoria est un droit qui est sécrété par les praticiens du commerce international. C'est une alternative aux droits nationaux. Donc, elle est utilisée dans les procédures d'arbitrage international pour résoudre les conflits commerciaux, en particulier lorsque les parties souhaitent éviter les lois nationales. Donc, le mieux, quand il y a un différend, on écarte le droit des pays et puis on règle selon les usages qui sont communs à nous tous, en tant qu'appartenant appartenant au même secteur. On a nos manières de faire, on a nos usages, et lorsqu'il y a un différend, on les règle en fonction de nos usages, les usages qui nous sont communs et non en fonction de nos droits étatiques. Donc, la lex mercatoria va jouer un rôle important dans la résolution des différends commerciaux internationaux, en particulier lorsque les lois nationales sont difficiles à appliquer ou ne correspondent pas aux besoins des parties. Donc, il est plus simple d'appliquer les règles dans lesquelles nous nous reconnaissons, parce que ce sont les règles du milieu. D'accord. Alors, avant de passer au dernier point, est-ce qu'il y a des questions sur le droit applicable? La question du droit applicable. On a vu que la question n'était pas si simple. Elle n'est pas si simple, la question du droit applicable. Ce qu'on doit retenir, c'est que on applique le droit national, on applique le droit international, on applique les usages de l'industrie concernée. Mais on observe au final une domination du droit international sur le droit national. Question? Any query? Votre conclusion sur la question est bien claire, prof. D'accord. On applique les droits nationaux, on applique les us et les coutumes dans la pratique du commerce international, du secteur, et le droit international, et in fine, le droit international est dominant. Donc, voilà. C'est cela. C'est parfait. Alors, le dernier point, ce sont les fonctions du contrat d'État. Alors, le contrat d'État a deux principaux objectifs, si vous voulez, deux principales missions. La mission première, c'est de promouvoir les intérêts étrangers. C'est un instrument de promotion des, des intérêts étrangers. Alors, donc, lorsqu'on veut attirer les investisseurs étrangers, le véhicule, l'un des véhicules privilégiés de l'attractivité du pays, l'attractivité économique du pays ou du secteur, c'est la qualité du contrat d'État que nous proposons, que nous signons avec nos partenaires internationaux. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission consiste à protéger l'investisseur étranger. Protéger l'investisseur étranger, protéger son investissement. Ça, c'est fondamental pour l'attractivité. Donc, on signe des contrats d'État, ou si vous voulez, contrats d'investissement,
Et ensuite, on protège l'investissement et l'investisseur. On protège l'investissement et l'investisseur. Donc voilà deux éléments qui vont déterminer un investisseur à venir. Alors, s'il voit que vous lui offrez les garanties, vous lui offrez les garanties d'attractivité et de protection de son investissement, de sa personne et de son personnel, il vient. Il vient avec son argent. Alors, examinons la première mission. Alors, la promotion des investissements étrangers par la voie contractuelle passe par la conformité de ces contrats aux standards internationaux en matière de gouvernance minière mondiale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contrats que nous proposons à nos partenaires étrangers doivent être conformes à ce qui se passe dans l'industrie mondiale du pétrole ou des mines. Donc, les usages qui ont cours dans cette industrie doivent se retrouver ou doivent être reflétés dans les contrats que nous proposons à nos partenaires étrangers. Donc, on voit très bien que les contrats extractifs seront réalisés à l'ombre du droit international. Donc, on a le droit international qui plane lorsqu'on rédige des contrats d'État. Donc, le contrat d'État apparaît comme un instrument étatique et stratégique de gouvernance économique et sociale compte tenu des enjeux économiques, sociaux, environnementaux qui régulent. La clause compromissoire que l'on retrouve dans ce type de contrat est l'élément qui connecte la gouvernance extractive au droit international en ayant recours à l'arbitrage international. Donc, la clause d'arbitrage international est fondamentale parce que protectrice, il y a cet élément qu'on a dit, protéger l'investissement. Et on a fait la démonstration pourquoi il fallait soustraire le contrat d'État de la juridiction étatique interne. Il fallait le soustraire. Et l'un des moyens, ou le moyen le plus efficace de le soustraire, c'est d'y insérer une clause d'arbitrage international. Et donc, lorsque l'investisseur, on lui propose un contrat dans lequel on met un arbitrage à Paris, ben, il est heureux. Parce que l'industrie, dans le cadre de l'industrie mondiale, il faut que les différends échappent aux États au profit des tribunaux arbitraux internationaux. Donc, il est question d'attirer les investisseurs en mettant en exergue
l'argument selon lequel l'investissement va se réaliser sous le regard bienveillant du droit international. Alors, si on dit à l'investisseur que, ben, écoutez, toute l'opération sera encadrée par le droit camerounais, il se clignait les yeux. Ben, il ne va pas dire non, que non, il ne va certainement pas dire que c'est le droit des barbares en comparaison au droit des civilisés, qui est le droit international. Ben, il ne va certainement pas le dire, mais il est plus rassuré lorsqu'on lui dit que l'investissement, son investissement va être encadré sous la bienveillance du droit des pays civilisés. Donc, on est au niveau de l'attractivité. Le contrat d'État apparaît comme un montage juridique, financier, technique, industriel qui va contenir des clauses d'investissement, des clauses incitatives à l'investissement, à travers des exonérations fiscales et douanières, une clause compromissoire, une clause de liberté de transfert de capitaux, qui attribue. Ça, ça fait partie des, des droits fondamentaux que le droit international des investissements reconnaît à l'investisseur. Et donc, quand dans votre contrat, vous insérez le rapatriement, hein, le transfert des capitaux, ah, il est heureux. Il est heureux parce que ça fait partie des normes internationales en matière d'investissement. On a vu, hein, on a vu, et puis on se rebelle un peu là-dessus, de plus en plus, nous, Africains, notamment sur le transfert des capitaux. On se rebelle un peu parce qu'on veut que l'argent reste dans nos pays. On a eu la discussion avec la RDC. Je crois que la RDC, il me semble, dans son code minier, je pense, et dans la dernière révision, on a essayé de revenir là-dessus. Il y a un pourcentage qui ne doit pas sortir et tout ça. Bref, il faut que l'argent reste dans nos pays. L'argent doit tourner dans nos pays. L'argent qui est issu de l'exploitation minière, pétrolière, doit tourner dans nos pays, doit tourner dans nos économies. Il faut que l'argent circule pour financer, pour financer nos investisseurs. Il faut qu'il y ait l'argent dans les banques, qu'on puisse donner les prêts aux gens, on donne les prêts aux nationaux, aux entreprises qui ont besoin de financement pour tourner leurs activités. Il faut qu'il y ait l'argent dans le pays. Alors pourtant, avec les règles internationales, l'argent doit partir. Il faut permettre à l'investisseur étranger de faire l'argent et de ramener tout l'argent dans son pays. Et on comprend certainement pourquoi la diplomatie est au secours ou au service de l'investissement parce que ils font tout ça pour que l'argent rentre dans leur pays. Ce n'est pas seulement pour que leurs investisseurs soient plus riches, mais c'est pour qu'il y ait plus d'argent dans leur pays. Il y a beaucoup d'argent en France, il y a beaucoup d'argent au Canada, il y a beaucoup d'argent aux États-Unis, mais ils vont faire cet argent à l'étranger et le ramènent dans leur pays. Donc, on va y trouver les clauses de respect des droits de l'homme, les clauses de respect de l'environnement, les clauses de responsabilité sociale de l'entreprise. Bref, tout un contenu qui, s'il est présent, mais il est validé, un bon contrat, un truc qui est conforme au droit international. Donc, il est important de retrouver toutes ces clauses
pour mettre à niveau ce type de contrat par rapport aux exigences de la gouvernance mondiale. Donc, quand tu fais les affaires avec les Américains, alors dans l'élément que Konzi nous a donné ce matin, alors, on l'appelait quoi? Je ne sais pas quel titre ce monsieur avait. C'est le quoi? Je ne sais pas trop. Bref, je vais l'appeler le diplomate. Alors, ce monsieur, cet Américain au diplomate américain, là, alors, il disait, quand il attaquait un peu le modèle chinois en Afrique, il disait que le modèle chinois, on exploite, après il y a la boue, on exploite après, et on ne respecte pas les droits humains, on exploite. Il était très critique. A contrario, lorsqu'il vantait le modèle américain, on exploite et puis ça reste vert, on exploite et puis ça reste bleu, l'eau est bleue, on exploite et puis. Bref, le modèle chinois, c'est un modèle qui détruit l'environnement et les droits humains, qui amène la pauvreté, je ne sais pas. Et puis de l'autre côté, on a le modèle chinois. Il nous disait que c'est ce modèle qui va amener à Kinshasa dans les prochains jours. Et ce sera vert par toi, Kinshasa, les eaux seront bleues, la mer sera belle. Bref, lorsque vous traitez avec les Américains, vous avez ça. Vous avez un modèle, un contrat d'État qui répond aux exigences de la gouvernance mondiale. C'est ce qu'il nous disait. Hmm? Je crois qu'on l'appelait l'ambassadeur, si je ne me trompe pas, l'ambassadeur. Oui, il s'appelle, c'est l'ambassadeur Troy. En fait. Ah oui, voilà. L'ambassadeur Troy. C'est ce qu'il disait. C'est ça la différence entre le modèle d'investissement chinois et le modèle d'investissement américain. Alors, question à ce niveau. Question au niveau de l'attractivité. Oui, prof. Oui. J'ai une question, la question de en fait, l'internationalisation de contrats d'État, la question de règlement de différends. Alors que OADA compte quand même aujourd'hui, sauf erreur de ma part, 14 pays membres en Afrique. Donc on est dans le cadre d'un droit commun harmonisé en matière des affaires. Une piste de réflexion. Pourquoi l'Afrique ne penserait pas standardiser, par exemple, la question du droit applicable. Nous sommes réunis, par exemple, dans le droit OADA pour la majorité des pays africains francophones. Pourquoi pas le droit applicable pour nos contrats miniers, soit le droit OADA, parce que là, au moins, nos experts juristes du continent ont la maîtrise de ce droit et peuvent mieux défendre les intérêts, par exemple, de nos États. Alors là, la question d'internalisation de ces contrats, là encore, si ça va sur Paris, le tribunal du commerce de Paris, bon, là, on peut encore s'en sortir parce qu'il y a quand même quelques similarités quant au droit du commerce. Au droit du commerce international, on retrouve quelques similarités au sein du droit OADA. Mais si ça part, par exemple, à Londres, c'est le common law. La question de procédure est quand même très, très, très différente du droit OADA.
Et là, en ce moment, nos experts sont obligés, soit nos pays sont obligés de recruter des avocats des experts du droit de common law ou bien d'un autre truc pour pouvoir défendre les intérêts de nos États. Et Euh, c'est ce qui risque de vous arriver bientôt là, avec les oui, Américains. euh, oui, ça c'est évident. Ça, ils choisiront carrément l'Amérique hein, pour, c'est sûr. Donc, c'est un peu ça, parce que déjà, on a un droit. Mhm. On a un droit qui est commun et harmonisé, où 14 pays adhèrent et le pratiquent en matière des affaires. Pourquoi, dans cette optique-là, prendre l'initiative d'avoir également un droit harmonisé, un droit minier harmonisé, euh, Très et bien. qui, au travers de trucs, serait le standard en matière des mines, parce que la majorité des mines, ils viennent les pomper ici sur le continent. Et puis, bon, quand il s'agit de régler les différends, c'est même plus sur le continent qu'on règle. On exporte le différend en Occident et on les règle en Occident. Ben, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Votre observation est très correcte, très judicieuse. Et alors, il y a un auteur, j'oublie le nom, mais il a écrit un plaidoyer pour dire à quand un acte juridique OHADA sur le droit minier. Donc, ça rejoint un peu Mm. la préoccupation que vous posez. Ouais. À quand? Donc, donc idéalement, on aurait besoin, pour ces pays Mm. francophones, on aurait besoin d'un acte juridique OHADA. Et donc, l'intérêt serait que on loge, qu'on puisse rapatrier, si vous voulez, le contentieux auprès de notre centre d'arbitrage si vous voulez, Abidjan? Ouais. d'Abidjan. Voilà. Ouais. Alors, ça, ce serait intéressant, par exemple. Mm. Alors, ça, c'est deux. Mais de deux, moi, j'ai un problème. J'ai un problème, là, c'est chercheur. En tant que chercheur, j'ai un problème. J'ai un problème avec ça. Non pas que je n'aime pas l'OADA, mais quand je fais mes recherches sur l'intégration africaine, et l'une des choses que j'ai trouvées et qui m'a glacé le sang, mais c'est que l'OADA a été créée pour court-circuiter la ZLECAf. L'OADA a été créée pour circuiter le processus d'intégration économique à l'échelle avec l'OADA. On demeure dans un processus d'intégration sous-régionale, donc de petite taille. Politiquement, semble être mis pour empêcher à l'Afrique de s'intégrer économiquement à une échelle continentale africaine. Et c'est pour ça que j'ai, en tant que chercheur, un réel problème avec l'OADA. Donc, j'ai un vrai problème avec l'OADA. Parce que je conçois mal qu'elle vienne empêcher, qu'elle se positionne comme un obstacle à l'intégration continentale africaine. Ça, je le conçois très mal. Ce n'est pas pour l'avantage, ce n'est certainement pas pour l'avantage de l'ensemble du continent. Ça Mm. fait l'affaire peut-être de quelques pays et ça fait surtout l'affaire de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique s'unisse économiquement et politiquement.
Alors, alors c'est pourquoi l'idée de se doter même d'un acte juridique OHADA sur le droit minier, du coup, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que la finalité de tout ça, ce n'est pas pour le bénéfice de l'ensemble du continent africain qui serait plus fort s'il était plus intégré. Alors, en revanche, la ZLECAf nous offre une perspective d'avoir des règles pour l'ensemble des pays africains, les mêmes règles sur le commerce entre l'ensemble des pays africains, et on y intégrerait le chapitre mine. Ok, je vois votre préoccupation, mais je crois que la même préoccupation a été partagée lors de l'adhésion de la RDC, parce que la RDC est l'un des derniers pays qui sont devenus membres de OHADA. Et donc, ça fait l'objet d'un débat, et il y a aussi des universitaires de droit comme vous qui ont soulevé également ces préoccupations. Ce qui a fait que, bon, jusque-là, on a le droit au WADA, mais il y a quand même le droit, de société, ou globalement le droit des affaires, le droit privé congolais qui opère, hein, qui opère concomitamment avec le droit au WADA, puisque jusque-là encore, on continue à constituer des sociétés professionnelles. On continue à constituer des sociétés professionnelles, ce qui est une forme de société que OHADA ne reconnaît pas, mais c'est reconnu en droit de société congolais. Alors, voyez-vous, le mal, moi je crois que le mal est fait. Mm. Le mal est fait. Le mal est déjà fait. Parce que alors, j'ai spécialement étudié pour notre colloque passé l'histoire de l'intégration économique sur le continent africain. C'était mon thème de réflexion. Et là, je voulais passer en revue tout le processus. Comment ça a commencé, jusqu'où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi je l'ai fait? Et je l'ai fait pourquoi? Parce que en voyant, lorsque je lisais les échanges entre le Canada, les négociations commerciales entre le Canada et l'Union africaine, l'Union africaine vantait la ZLECAf, elle vantait la ZLECAf, elle vantait les atouts et tout. Et la réponse du Canada, c'était de dire à l'Union africaine que, oui, tout ce que vous dites, c'est bien, mais attendons voir se réaliser la ZLECAf. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui empêche à la ZLECAf d'être pleinement mise en œuvre? On voit ce qui empêche. Voilà donc comment je remonte l'ensemble du processus. Et parce que l'un des arguments invoqués par l'Union africaine, c'est que la ZLECAf, où le marché africain serait il est aujourd'hui de 1, combien de milliards? Je crois 1,5 milliard d'habitants, c'est un gros marché. Un marché de 1,5 milliard, c'est un gros marché. Et dans la perspective 2050, je crois qu'on va on va représenter un marché de, je ne sais pas si c'est 2,5 milliards ou 3 milliards. Donc, un vaste marché. Venir investir dans un marché comme celui-là, un marché de 1 milliard d'habitants ou de 3 milliards d'habitants, mais c'est une vraie opportunité. Alors, le fait qu'on ne soit pas pleinement
intégré fait en sorte qu'on a des marchés plutôt morcelés, des marchés sous-régionaux. On n'a pas tout notre potentiel, à savoir 1,5 milliard. Un marché d'1,5 milliard, on ne l'a pas. Alors qu'en levant les barrières, les obstacles, on tomberait à ce vaste marché d'1,5 milliard. Alors, si nous commerçons entre nous, pays africains, dans le cadre d'un marché de 1,5, c'est pourquoi les pays comme la Chine, le marché intérieur de la Chine est très intéressant, même seulement, il suffit de le fermer et de tourner à l'intérieur. La Chine qui a plus d'1 milliard d'habitants, tourner à l'intérieur du marché, on le ferme, on tourne à l'intérieur, on est déjà bien. Et donc, les pays africains, le continent africain qui souffre des injustices commerciales avec l'étranger, a pensé s'intégrer pour commercer à l'intérieur d'un marché d'1,5 milliard. Et donc, des initiatives comme l'OADA viennent briser cet élan et nous maintenir dans, dans un cantonnement. Alors, c'est pourquoi je crois que le mal est fait. Le mal est déjà fait. Avec l'OADA, l'objectif est atteint. L'objectif, c'est d'empêcher qu'on ne crée un marché unique de 1,5 milliard d'habitants. Et à l'horizon 2050, 3 milliards d'habitants ou de 2,5 milliards d'habitants, un vaste marché qui assurerait la prospérité économique aux pays africains, au lieu de continuer à balkaniser le continent par un modèle d'intégration sous-régionale. L'intégration sous-régionale auquel participe l'OADA n'était qu'un stade vers l'évolution pour une intégration continentale. Donc, je soutiens qu'avec l'OADA, le mal est fait. Il est fait, le mal est fait. Et l'objectif était d'empêcher. C'est un modèle alternatif qui est venu empêcher la réalisation d'un marché unique de 1,5 milliard d'habitants. Et donc, empêcher la prospérité des pays africains. Et ça, c'est inacceptable. Bien, on va voir le second point. On a vu l'attractivité. Le second point, c'est la protection des investissements par la voie contractuelle, donc par la voie du contrat d'État. Alors, donc, la clause compromissoire est une clause d'attractivité, mais en même temps, elle va jouer le rôle d'une clause protectrice parce qu'elle va soumettre le différend entre l'État et l'investisseur à la compétence d'une juridiction arbitrale internationale. Donc, l'arbitre va faire autant que faire se peut d'offrir une sentence équilibrée aux parties qui prendra en compte la souveraineté de l'État sur ses ressources et la nécessité de protéger les investissements privés. Alors, donc, c'est le type de décision, on rend le type. Ben, au départ, on cherche le 50-50, gagnant-gagnant. À la fin, même quand il y a un conflit, on cherche encore le 50-50. Donc, l'idée, c'est que on soit gagnant et lorsque ça finit, l'idée aussi, c'est que chacun trouve son compte dans la séparation.
Alors, on a parlé de la clause de stabilité qui permet de protéger l'investisseur contre les changements législatifs en matière fiscale, douanière ou de rentabilité du projet. Alors, en conclusion, 5 éléments de conclusion. Dans le contrat d'État, on retiendra premièrement que le contrat d'État est un contrat stratégique pour les pays miniers africains. Il est destiné à contractualiser la mise en valeur des faramineuses, exceptionnelles richesses minières et énergétiques qu'on rencontre partout sur le continent africain, un véritable cadeau du ciel. Alors, quand vous entendez l'ambassadeur, je ne sais pas, Tirol, je ne sais pas comment on l'appelle, cet ambassadeur-là, quand vous l'entendez parler de l'Afrique, il est subjugué. Il est subjugué par l'Afrique. Il est manifestement attiré par l'Afrique. Mais ce n'est pas par les lions qu'on retrouve au Congo. En RDC, il y a 2 lions qui se promenaient à Kinshasa l'autre jour là. Ce n'est certainement pas par ces 2 lions que l'ambassadeur Tirol est attiré, ou par les éléphants qu'on retrouve dans les forêts équatoriales de la RDC, du Gabon, du Cameroun, ou par les hautes montagnes, les paysages pittoresques de l'Afrique. Tout ça, c'est intéressant pour le tourisme, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qui l'intéresse au premier chef. Au premier chef, c'est ce qui se trouve dans les sous-sols de la RDC. Donc, les richesses qui sont en fond dans les sous-sols des pays africains font de ces pays des pays stratégiques et donc des destinations privilégiées pour l'investissement et des contrats qui seront conclus, des contrats qui vont épouser cette nature stratégique et donc des contrats stratégiques. Alors, et j'en viens à l'observation de Konzi, ce caractère stratégique va se retrouver sur les contrats signés dans l'ensemble de la chaîne des valeurs à travers toutes les opérations extractives de recherche, d'exploration, d'exploitation, voire de commercialisation de ces richesses. La deuxième conclusion. Troisième conclusion, la nature juridique du contrat d'État est définitivement hybride. C'est un contrat métissé qui est partagé entre l'ordre juridique interne et l'ordre juridique international auquel il faut ajouter les us et coutumes ou pratiques de la gouvernance mondiale du secteur extractif. Le droit applicable au contrat d'État, c'est la quatrième conclusion. Le droit applicable reste dominé par le droit international. Last but not the least, c'est la cinquième conclusion. Le contrat d'État sert à promouvoir et à protéger les investissements étrangers dans les secteurs miniers africains. Voilà les principales conclusions et la démonstration que nous avons proposées dans le cadre de cette discussion.
Alors, il nous reste quelques minutes pour les débats. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Any query? Moi, j'ai pas de questions, prof, donc peut-être les autres. Alors, Marie-Josée, question. Olivier, question. Clitande, question. Maître Norbert, any query? Ah non, moi, je n'ai pas de questions en ce qui me concerne. Pas de question. Merci. Je vous en prie. Bah, je crois que le chapitre était, de mon point de Je vue. dois, s'il vous Oui, plaît, prof, oui. je dois seulement dire que ce sujet m'a très intéressé. Ben oui. En fait, le contrat d'État a tout ce que l'on voit dans les structures de collaboration entre les États et les investisseurs étrangers. C'est vraiment c'est bien exprimé dans le type de contrat, dans le type de contrat même. Ouais. Sa nature, sa nature et sa présentation hybride, comme vous l'avez donc à juste titre conclu tout à l'heure. Ça montre bien donc le caractère, ça reflète bien le caractère du business dont nous discutons. Et malheureusement, c'est aussi l'honneur de tous les problèmes. Il semble que donc la prédominance du pouvoir public dans ce sens et la position ainsi que le comportement de l'investisseur étranger qui veut tirer le maximum de profit fait que les autres acteurs, notamment les populations autochtones, ils ont très difficile à y trouver leur place, à y tirer quelques profits ou quelques avantages que ce soit. Peut-être que je suis un peu pessimiste, mais c'est vraiment regrettable que la conjoncture soit établie et définie d'une façon assez compliquée. J'ai tendance à dire que ce que nous souhaitons que les États et les populations tirent des ressources de leur pays, c'est plutôt un rêve, c'est difficile à attraper, c'est difficile à saisir. Et ceci, j'ajoute que ça change au jour le jour. Quand la géopolitique change, ces contrats se compliquent davantage. Voilà, mais c'est la nature, et c'est la nature de ces contrats. Oh, je ne crois pas qu'on puisse y faire grand-chose. Je ne vois pas quelle voie d'améliorer parce que c'est des choses qui sont déterminées par des facteurs extérieurs assez, donc, assez complexes et dont personne ne peut dire qu'il maîtrise. Ni même les chefs d'État. Ils ne maîtrisent pas ce type de contrat. Même s'ils s'éternisent au pouvoir, comme nous en sommes témoins, mais les manigances derrière les contrats que l'on voit et dont on vient d'apprendre la nature sont beaucoup plus compliquées que les structures gouvernementales, que les lois locales internes, que les personnes elles-mêmes. Donc, il y a des personnes qui sont assez fortes, des personnalités imposantes qu'on connaît, mais tout cela, toute cette conjoncture est
se trouve au-delà du domaine ou de la zone de maîtrise de toute personne, de tout gouvernement. Et c'est dommage. Je vous en remercie. Ben, c'est très réaliste. C'est très réaliste. Hein. Si vous étiez un auteur du droit international, on allait vous mettre dans la catégorie des réalistes. Voilà. C'est une observation très réaliste. Les réalistes sont réalistes. Maître Norbert, on ne jette pas l'éponge. C'est très réaliste. Oui, bien sûr, on ne jette pas l'éponge. Il ne faut pas jeter l'éponge. On essaie de comprendre, mais pratiquement, on y peut rien. Non, mais l'intérêt, c'est qu'il situe tout ça dans la théorie des relations internationales. Et voilà, oui. Pour nous c'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant de situer le cours dans le cadre des relations internationales. Nous, ça fait notre affaire. Lorsqu'une explication veut se loger, vient nous ramener à la théorie des relations internationales, vraiment, ça fait notre affaire. Parce que c'est les perspectives que nous encourageons dans le cadre des réflexions ou de l'enseignement sur la gouvernance minière en Afrique. Merci beaucoup. Si vous permettez, prof, je vais vous prendre congé. Oui, c'est fini. On a fini dans 1 minute, là. 1 minute, c'est fini. Le temps de se dire au revoir à tous. Vraiment, merci. C'était vraiment intéressant. Pour moi aussi, c'était très intéressant, les discussions avec vous. C'était vraiment très intéressant. J'en ai aussi appris. Allez, merci et à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Salut. Oui.